Le 10 octobre 1957, à 15 heures, Thomas Toohey, responsable du réacteur, observe à travers un hublot le cœur du réacteur numéro 1 de Windscale. Ce qu'il voit défie tout ce qu'il sait sur la sécurité nucléaire. Les cartouches de combustible brillent d'une lueur rouge cerise dans l'obscurité. L'uranium métallique brûle à l'intérieur de l'installation nucléaire la plus secrète de Grande-Bretagne. Le feu fait rage depuis des heures. Personne ne sait comment l'arrêter. 2 étoiles dans un scénario cauchemardesque que les ingénieurs nucléaires jugeaient impossible. Les réacteurs à graphite refroidis à l'air ne prennent pas feu. Leur conception est intrinsèquement sûre. Les cartouches de combustible sont scellées dans un revêtement en aluminium. Les blocs modérateurs en graphite sont soigneusement conçus pour rester stables. Mais la théorie ne signifie rien lorsque l'uranium fond sous vos yeux. Avant de plonger dans le vif du sujet, pensez à liker et à vous abonner. Windscale se trouve sur la côte du Cumberland, dans le nord-ouest de l'Angleterre. 2 immenses tours en béton dominent l'horizon, chacune surmontée d'assemblages de filtres distinctifs que les habitants appellent avec dérision la folie de Cochrane. Les filtres ont été installés malgré les objections des bureaucrates soucieux des coûts. Sir John Cockcroft a insisté sur leur nécessité pour la sécurité. Ses collègues pensaient qu'il était trop prudent. Le 10 octobre, ces filtres sont devenus la seule chose qui séparait la Grande-Bretagne d'une catastrophe nucléaire qui aurait pu éclipser Tchernobyl. L'installation abrite 2 réacteurs de production de plutonium, chacun générant 180 MW d'énergie thermique. Le premier réacteur a été mis en service en octobre 1950, le second en juin 1951. Ensemble, ils produisent du plutonium de qualité militaire pour le programme de dissuasion nucléaire britannique. Les réacteurs ont une conception d'une simplicité trompeuse. Le combustible à base d'uranium naturel se trouve dans des cartouches en aluminium insérées dans des canaux traversant d'énormes blocs de graphite. De l'air circule à travers le cœur pour évacuer la chaleur. Le combustible usé est régulièrement déchargé et traité pour en extraire le plutonium. Mais cette simplicité est trompeuse. Ces réacteurs fonctionnent à la pointe de la technologie nucléaire. Chaque cartouche de combustible contient suffisamment d'uranium pour alimenter une petite ville. Chaque bloc de graphite stocke une énergie qui pourrait détruire un bâtiment. Et chaque jour, les opérateurs poussent les systèmes à leurs limites pour répondre aux besoins désespérés de la Grande-Bretagne en armes nucléaires. La crise commence 2 jours plus tôt avec une procédure de routine appelée deuxième chauffage nucléaire. Les opérateurs chauffent délibérément le modérateur en graphite afin de libérer l'énergie stockée provenant des dommages causés par les radiations. Ce processus nécessite un contrôle précis de la température. Si la chaleur est insuffisante, l'énergie stockée reste piégée. Si la chaleur est excessive, le graphite commence à brûler. Le 8 octobre, les opérateurs appliquent le deuxième chauffage nucléaire trop rapidement. Le rapport Penny conclura plus tard que cette décision a déclenché la catastrophe. Mais le 8 octobre, personne ne se rend compte de l'erreur. Les procédures semblent fonctionner normalement. Le réacteur continue de fonctionner sans problème apparent, mais au cœur du réacteur, les températures dépassent les limites prévues. Le 10 octobre commence comme n'importe quel autre jour à Windscale. Les travailleurs arrivent pour prendre leur service. Les opérateurs vérifient les relevés des instruments. Tout semble normal jusqu'au milieu de l'après-midi, lorsque les alarmes de radiation se déclenchent. Les détecteurs indiquent des niveaux élevés dans toute l'installation. Quelque chose ne va vraiment pas. Tu grimpes jusqu'à la décharge du réacteur pour enquêter. Le hublot d'observation révèle une vérité effrayante. Les cartouches de combustible brillent de leur propre chaleur. Certaines ont commencé à fondre. D'autres montrent des signes de combustion chimique. Le cœur du réacteur est en train de se détruire de l'intérieur. La première réaction ne fait qu'empirer les choses. Les opérateurs augmentent le débit d'air de refroidissement dans l'espoir de réduire les températures, mais l'air supplémentaire alimente le feu comme un soufflet géant. L'oxygène accélère la combustion de l'uranium. Les températures grimpent encore plus haut. Les niveaux de radioactivité montent en flèche dans tout le bâtiment. À 6 heures, d'importantes émissions atmosphériques commencent à s'échapper de la cheminée du réacteur. L'iode 131, le césium 137, le xénon 133 et des dizaines d'autres isotopes radioactifs s'échappent dans le ciel de Cumberland. Le vent transporte la contamination vers le nord-est, à travers le Lake District et jusqu'en Écosse. Le premier accident nucléaire britannique a commencé,
Mais le gouvernement passera des décennies à prétendre qu'il ne s'est jamais produit. Les travailleurs tentent désespérément de contenir la crise. Ils réduisent le débit d'air dans l'espoir d'étouffer le feu, mais le combustible continue de brûler. Ils tentent de retirer les cartouches en feu du réacteur. Certaines cartouches sont trop chaudes pour être déplacées, d'autres se brisent, répandant la contamination dans tout le bâtiment. À l'approche du soir, les opérateurs sont confrontés à un choix impossible. Le feu ne montre aucun signe d'arrêt. Les méthodes conventionnelles de lutte contre l'incendie sont inutiles contre l'uranium en feu, et chaque heure de retard signifie davantage de radioactivité s'échappant dans l'atmosphère. Mais les alternatives sont terrifiantes. Inonder un réacteur nucléaire avec de l'eau pourrait provoquer une explosion de vapeur qui détruirait l'ensemble de l'installation. L'eau pourrait réagir avec l'uranium en feu pour créer de l'hydrogène gazeux explosif, ou elle pourrait simplement répandre la contamination radioactive sur une vaste zone. Personne n'a jamais été confronté à cette situation auparavant. Il n'existe aucune procédure, aucune formation, aucune chaîne de commandement claire pour les urgences nucléaires. À la tombée de la nuit, le 10 octobre, le feu brûle de plus en plus fort. Les niveaux de radioactivité augmentent régulièrement et la Grande-Bretagne est au bord de sa première catastrophe nucléaire. La décision qui sauvera ou condamnera des milliers de personnes sera prise dans les prochaines heures. Mais avant cela, les opérateurs doivent surmonter leur formation, leurs craintes et le besoin désespéré de secret de leur gouvernement. 10 octobre 1957, 22 heures. L'incendie du réacteur numéro 1 de Windscale fait rage depuis 7 heures. Les niveaux de radiation dans l'ensemble de l'installation dépassent les seuils d'urgence. Les cartouches de combustible continuent de fondre dans le cœur du réacteur, et les opérateurs doivent prendre une décision qui pourrait rendre le nord de l'Angleterre inhabitable. Ils s'apprêtent à tenter quelque chose que tous les manuels de sécurité nucléaire déconseillent formellement. Ils vont inonder d'eau un réacteur en feu. La sagesse conventionnelle est absolue. L'eau et les réacteurs nucléaires ne font pas bon ménage en cas d'urgence. L'eau peut se transformer instantanément en vapeur et provoquer des ondes de pression explosives. Elle peut réagir avec le combustible en feu pour créer de l'hydrogène gazeux qui explose avec une force dévastatrice. Elle peut propager la contamination radioactive sur de longues distances. Mais la sagesse conventionnelle suppose des incendies conventionnels. L'incendie d'uranium à Windscale défie toutes les hypothèses sur la sécurité des réacteurs. L'inondation au dioxyde de carbone commence à 22h30. Les opérateurs pompent des milliers de mètres cubes de CO2 dans le cœur du réacteur, dans l'espoir d'étouffer les flammes. Le gaz est inerte. Il ne réagit pas avec l'uranium en feu. Il devrait déplacer l'oxygène et éteindre le feu. Pendant des heures, le CO2 est déversé dans la pile Le Mégrien. Les travailleurs surveillent les mesures de radiation, dans l'espoir de voir une baisse. Les capteurs de température affichent des valeurs fluctuantes, mais le feu continue de brûler. À minuit, il est clair que l'injection de dioxyde de carbone a échoué. Le cœur du réacteur brûle toute la nuit. Les émissions radioactives continuent de s'échapper de la cheminée et, à chaque heure qui passe, la contamination s'étend davantage à la campagne britannique. Le 11 octobre, l'aube se lève sans aucune amélioration. Au contraire, la situation s'est aggravée. D'autres cartouches de combustible montrent des signes de combustion. Les niveaux de radiation restent dangereusement élevés. L'injection de dioxyde de carbone n'a rien accompli, si ce n'est retarder l'inévitable décision. À 9 heures du matin, les responsables de la centrale se réunissent pour une réunion d'urgence. Les options sont claires. Ils peuvent continuer l'injection inefficace de CO2 pendant que le réacteur se détruit. Ils peuvent évacuer la centrale et laisser le feu brûler jusqu'à ce qu'il s'éteigne de lui-même. Ou ils peuvent tout risquer dans un pari sans précédent. Ils choisissent l'eau. Cette décision demande un courage énorme. Personne ne sait ce qui se passera lorsque des milliers de litres d'eau froide entreront en contact avec le combustible uranium en feu. Le réacteur pourrait exploser. Le bâtiment pourrait s'effondrer. Un énorme nuage de vapeur pourrait répandre la contamination radioactive sur la moitié de l'Angleterre. Mais l'alternative est pire. Les projections mathématiques montrent qu'un incendie incontrôlé pourrait libérer 10 fois plus de radioactivité que ce qui s'est réellement échappé. La contamination pourrait rendre de vastes zones du nord de l'Angleterre inhabitables pendant des décennies. À 10h30 du matin, les lances à incendie sont raccordées au système de refroidissement à eau du réacteur. Les premiers jets d'eau pénètrent dans le cœur en feu. Les travailleurs évacuent les lieux
et se mettent à distance de sécurité, s'attendant à une explosion qui ne se produit jamais. Au lieu de cela, quelque chose de remarquable se produit. L'eau refroidit le combustible en feu sans déclencher d'explosion de vapeur catastrophique. La production d'hydrogène reste maîtrisable. La cuve sous pression du réacteur tient bon et, lentement, progressivement, le feu commence à s'éteindre. Avant de replonger dans l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez aujourd'hui. Et si cette histoire vous touche, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Mais le succès a un prix. L'inondation crée d'énormes quantités de vapeur radioactive. La vapeur contaminée s'échappe par le système de ventilation du réacteur et les soupapes de sécurité. Les niveaux de radiation atteignent des sommets jamais enregistrés auparavant dans une centrale nucléaire britannique. Les filtres Cockcroft installés au sommet de la cheminée prouvent leur efficacité. Ces structures massives en béton retiennent une quantité importante de particules radioactives avant qu'elles ne s'échappent dans l'atmosphère. Sans ces filtres, les émissions auraient été catastrophiquement plus élevées. La folie de Sir John Cockcroft sauve des milliers de vies. À midi, le 11 octobre, l'incendie est enfin maîtrisé. L'eau continue de s'écouler à travers le cœur du réacteur, empêchant toute reprise du feu. Les niveaux de radiation commencent à baisser lentement. La crise immédiate est terminée, mais les conséquences ne font que commencer. La contamination radioactive s'étend sur une vaste zone du nord de l'Angleterre. Le vent transporte l'iode 131, le césium 137 et d'autres isotopes vers le nord-est en direction de l'Écosse, puis vers le sud-est à travers les Pennines. Les retombées se déposent sur les fermes, les villages et les réserves d'eau de toute la région. Les équipes gouvernementales de surveillance des radiations parcourent la campagne avec des équipements de détection rudimentaires. Elles mesurent les niveaux de contamination dans le sol, la végétation et l'air. Les résultats sont alarmants. La radioactivité dépasse les limites de sécurité sur des centaines de kilomètres carrés. La voie la plus dangereuse est le lait contaminé. Les vaches laitières paissent sur des pâturages qui ont absorbé les retombées radioactives. L'iode 130 et 1 se concentrent dans leur lait, créant une voie directe vers la glande thyroïde humaine. Les enfants sont particulièrement vulnérables car leur corps plus petit et leurs organes en développement absorbent plus facilement les radiations. Le 13 octobre, le gouvernement annonce des restrictions sur la vente de lait dans un rayon de 5 km autour de Windscale. Les agriculteurs doivent jeter toute leur production. Les coopératives laitières sont confrontées à la ruine financière. Les familles perdent leur principale source de calcium et de protéines. L'interdiction du lait touche plus de 600 fermes dans le Cumberland, le Westmorland et le sud de l'Écosse. Les enfants voient les moyens de subsistance de leur famille se déverser dans les fossés de drainage. Fin novembre, les autorités détruisent 670 000 gallons de lait contaminé. Les restrictions restent en vigueur pendant plusieurs semaines. La plupart des zones sont autorisées à la circulation le 4 novembre, mais les zones les plus contaminées restent interdites d'accès jusqu'au 23 novembre. Certaines fermes perdent toute leur production laitière d'automne. L'impact économique est dévastateur pour les communautés rurales qui dépendent de l'élevage laitier, mais le gouvernement présente ces restrictions comme la preuve que tout est sous contrôle. Les responsables soulignent qu'aucune évacuation n'est nécessaire. Ils affirment que l'interdiction du lait est purement préventive. Ils insistent sur le fait que les niveaux de radiation ne présentent aucun danger immédiat pour la santé publique. La réalité est plus complexe. Les doses typiques reçues par la thyroïde des enfants dans les zones touchées varient de 10 à 20 mg. Certains enfants reçoivent plus de 100 mg. Ces expositions dépassent les normes de sécurité modernes, mais restent inférieures au niveau qui provoque une maladie immédiate. Les conséquences à long terme sont plus difficiles à évaluer. Selon les estimations du gouvernement, l'incendie de Windscale causera environ 100 décès supplémentaires par cancer au cours des 40 à 50 prochaines années. Des recherches universitaires révisent ensuite cette estimation à la hausse, entre 100 et 240 décès. Ces chiffres semblent abstraits jusqu'à ce que l'on considère ce qu'ils représentent. Chaque décès statistique est une personne réelle, un enfant qui développe un cancer de la thyroïde des décennies plus tard, un adulte qui meurt d'une leucémie qui n'aurait pu être jamais dû se déclarer, des familles détruites par un accident qui, selon le gouvernement, n'a jamais mis personne en danger. Les travailleurs de Windscale sont exposés à des risques pour leur santé. Personne ne meurt immédiatement des suites d'une exposition aux radiations, mais une surveillance à long terme
révèlent des taux de cancer élevés parmi les employés de la centrale. Les hommes qui ont combattu l'incendie avec des lances à eau ont reçu les doses les plus élevées. Certains développent des maladies liées aux radiations des années plus tard. Le réacteur lui-même devient un monument permanent à la catastrophe nucléaire. Le réacteur Numégri en est scellé et abandonné immédiatement après l'incendie. Le réacteur Numégri 2 est arrêté peu après. Les cœurs endommagés des réacteurs restent enfouis dans leur coque, en béton, trop radioactifs pour être approchés en toute sécurité. Le démantèlement ne commence que des décennies plus tard. Le démantèlement final des galeries de filtrage s'achève en décembre 2014. Les cheminées emblématiques qui définissaient la silhouette de Windscale sont méthodiquement démolies section par section. Mais la conséquence la plus dévastatrice ne se mesure pas en dose de rayonnement ou en statistiques sur le cancer. Elle se mesure en perte de confiance. L'incendie de Windscale révèle des failles fondamentales dans la culture de la sécurité nucléaire, la transparence du gouvernement et la planification des mesures d'urgence. Et la réaction du gouvernement britannique ne fait qu'empirer les choses. Le 8 novembre 1957, le gouvernement du Premier ministre Harold Macmillan publie un livre blanc sur l'accident de Windscale au Parlement. Ce document est un chef-d'œuvre de double langage bureaucratique. Il reconnaît qu'un incident s'est produit. Il admet que des matières radioactives se sont échappées. Il mentionne les mesures de précaution prises pour protéger la santé publique. Ce qu'il ne mentionne pas, c'est que la Grande-Bretagne a frôlé une catastrophe nucléaire qui aurait pu contaminer la moitié du pays. Le livre blanc évite soigneusement les mots tels que incendie, fusion ou catastrophe. Il décrit plutôt une fuite de poissons et de produits provenant d'un réacteur en surchauffe. Le langage est délibérément clinique, conçu pour minimiser l'inquiétude du public et l'embarras politique. Mais derrière cette prose aseptisée se cache une campagne délibérée visant à cacher la vérité au peuple britannique et à ses alliés. La dissimulation commence quelques heures après l'incendie. Les ministres du gouvernement et les responsables nucléaires se réunissent en urgence pour discuter des mesures à prendre pour limiter les dégâts. Leur principale préoccupation n'est pas la sécurité publique ou la protection de l'environnement. Il s'agit de préserver le programme d'armement nucléaire britannique et de maintenir la relation privilégiée avec les États-Unis. La dissuasion nucléaire britannique dépend entièrement de la coopération américaine. Les États-Unis fournissent l'enrichissement de l'uranium, l'expertise en matière de conception d'armes et la planification stratégique. Toute preuve d'incompétence britannique en matière nucléaire pourrait compromettre ce partenariat. L'accident de Windscale menace de révéler que la Grande-Bretagne n'est pas un allié nucléaire fiable. Le gouvernement Macmillan prend une décision fatidique. Il reconnaîtra l'accident mais en minimisera l'importance. Il divulguera des informations limitées tout en dissimulant les détails les plus compromettants. Il présente la réponse comme une preuve de la compétence britannique plutôt que comme une preuve de défaillance systémique. Cette stratégie nécessite de supprimer l'intégralité du rapport Penny. La commission d'enquête, présidée par Sir William Penny, achève son enquête le 26 octobre, soit 6 jours seulement après l'incendie. Le rapport identifie les défauts de conception fondamentaux, les défaillances procédurales et la négligence organisationnelle qui ont conduit à la catastrophe. Mais le gouvernement classe la plupart des conclusions du rapport. Le Parlement ne reçoit qu'un résumé fortement censuré. La presse reçoit des communiqués soigneusement rédigés qui évitent les détails techniques. Le public n'apprend presque rien sur ce qui s'est réellement passé à Windscale. La censure s'étend aux publications scientifiques. Les chercheurs qui souhaitent étudier l'accident voient leur accès restreint. Les données sur les rejets radioactifs, les schémas de contamination et les effets sur la santé deviennent des informations classifiées. Une analyse indépendante devient pratiquement impossible. Les observateurs internationaux reçoivent encore moins d'informations. La Commission américaine de l'énergie atomique demande des rapports techniques détaillés sur l'accident. Les autorités britanniques fournissent des résumés vagues qui minimisent la gravité des dommages subis par le réacteur et les rejets radioactifs. Les principales conclusions concernant les défauts de conception restent cachées. La supercherie fonctionne remarquablement bien. Les journaux britanniques présentent l'accident comme un incident mineur qui a été rapidement maîtrisé. Les autorités américaines acceptent les assurances britanniques selon lesquelles il n'existe aucun problème fondamental de sécurité. La communauté nucléaire internationale continue de considérer les réacteurs britanniques comme sûrs et fiables. Mais la vérité finit toujours par éclater, malgré les efforts du gouvernement pour la dissimuler. Les premières fissures dans le mur du silence
apparaissent dans les années 1960. Les experts en sécurité nucléaire commencent à remettre en question les versions officielles de l'accident de Windscale. Les données de surveillance des rayonnements suggèrent que les rejets radioactifs ont été bien plus importants que ce qui avait été initialement rapporté. Des études sanitaires font état d'une augmentation des taux de cancer dans les zones touchées. Des chercheurs universitaires rassemblent des fragments d'informations provenant de multiples sources. Ils analysent les données météorologiques pour reconstituer les schémas de contamination. Ils interrogent d'anciens employés de Windscale qui ont été témoins des incendies. Ils examinent des échantillons de sol datant des années 1950 qui contiennent encore des traces de retombées radioactives de Windscale. Le tableau qui se dessine contredit tous les aspects du récit officiel. L'incendie était bien plus grave qu'on ne l'avait admis. Les rejets radioactifs ont été considérablement sous-estimés. Le réacteur a été beaucoup plus proche d'une fusion complète que ce que quiconque a reconnu publiquement. Mais le plus grave, c'est que les preuves suggèrent que les responsables gouvernementaux connaissaient la vérité depuis le début. Des documents internes montrent que les ministres et les responsables nucléaires ont reçu des évaluations précises de la gravité de l'accident. Ils ont choisi de cacher ces informations au Parlement, à la presse et au public. Avant de replonger dans le sujet, dites-nous d'où vous nous regardez aujourd'hui. Et si cette histoire vous touche, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Le rapport Penny complet est finalement publié en janvier 1988. Les archives publiques divulguent le document précédemment classifié après 30 ans de secret. Le moment choisi n'est pas une coïncidence. L'année 1988 marque l'apogée de l'inquiétude du public concernant la sécurité nucléaire après la catastrophe de Tchernobyl. Les conclusions du rapport sont accablantes. La commission Penny conclut que l'accident résulte d'une combinaison de circonstances, notamment des défauts de conception, des procédures inadéquates et des erreurs humaines. Le 8 octobre, le deuxième chauffage nucléaire a été appliqué trop rapidement. Les systèmes d'alerte n'ont pas détecté les augmentations dangereuses de température. Les procédures d'intervention d'urgence se sont avérées inadéquates pour gérer un incendie de réacteur. Plus grave encore, le rapport identifie des problèmes systémiques dans la culture britannique de la sécurité nucléaire. Les opérateurs de réacteurs n'avaient pas de responsabilité claire en matière de sécurité. Les limites de dose d'exposition au rayonnement étaient mal définies. Les plans d'urgence se concentraient sur les défaillances mécaniques plutôt que sur des scénarios tels que les incendies de réacteurs. Ces problèmes n'étaient pas propres à Windscale. Des réacteurs similaires fonctionnaient dans toute la Grande-Bretagne avec des défauts de conception et des lacunes procédurales identiques. L'accident aurait pu se produire n'importe où dans le programme nucléaire britannique. Il se serait probablement produit même si Windscale avait fonctionné parfaitement. Cette révélation déclenche une réévaluation fondamentale de l'histoire nucléaire britannique. Les historiens commencent à examiner d'autres accidents et incidents qui ont été dissimulés ou minimisés. Les scientifiques spécialisés dans l'environnement réévaluent les rejets radioactifs des installations nucléaires. Les chercheurs en santé étudient les clusters de cancer à proximité des installations nucléaires. La tendance devient claire. Windscale n'était pas un incident isolé. Il s'inscrivait dans une culture plus large du secret et du déni qui caractérisait la politique nucléaire britannique depuis ses débuts. Les responsables gouvernementaux privilégiaient systématiquement les considérations politiques au détriment de la sécurité publique. Les exigences militaires l'emportaient sur la protection de l'environnement. La sécurité nationale justifiait une tromperie d'une ampleur sans précédent. La dissimulation révèle également la dimension internationale du secret nucléaire. La Grande-Bretagne n'était pas la seule à cacher les accidents nucléaires. Les États-Unis, l'Union soviétique et d'autres puissances nucléaires ont mené des politiques similaires de déni et de tromperie. Le public n'était pas informé des risques liés à la technologie nucléaire. Windscale devient un cas d'étude sur la malhonnêteté du gouvernement. Les politologues analysent les mécanismes du secret officiel. Les journalistes enquêtent sur d'autres cas de dissimulation nucléaire. Les défenseurs des libertés civiles exigent une plus grande transparence dans les décisions nucléaires, mais l'aspect le plus troublant de la dissimulation de Windscale peut être son efficacité. Pendant 30 ans, le gouvernement britannique a réussi à convaincre le public qu'un incident mineur avait été géré avec compétence. La couverture médiatique s'est concentrée sur les assurances officielles plutôt que sur les enquêtes indépendantes. Le contrôle parlementaire s'est avéré insuffisant pour découvrir la vérité. La tromperie a façonné l'attitude du public à l'égard de l'énergie nucléaire pendant des générations.
Les Britanniques ont appris à faire confiance à l'expertise du gouvernement et à rejeter les critiques comme alarmistes. L'industrie nucléaire a bénéficié d'une crédibilité imméritée. Les véritables préoccupations en matière de sécurité ont été marginalisées comme de la propagande antinucléaire. Lorsque la vérité a finalement été révélée, il était trop tard pour influencer les décisions cruciales des années 1960 et 1970. La Grande-Bretagne s'était déjà engagée dans un programme nucléaire massif, en partie grâce à la confiance inspirée par la compétence supposée démontrée à Windscale. L'ironie est profonde. L'incendie de Windscale a en fait été assez bien géré compte tenu des circonstances. La décision d'inonder le réacteur d'eau a probablement évité une catastrophe bien pire. La contamination a été confinée à une zone relativement petite. Les conséquences sur la santé, bien que significatives, ont été beaucoup moins graves qu'elles auraient pu l'être. Si le gouvernement avait dit la vérité dès le début, cela aurait pu renforcer la confiance dans la sécurité nucléaire plutôt que de la compromettre. La dissimulation a créé bien plus de problèmes que l'accident lui-même. Mais l'honnêteté aurait exigé d'admettre que la technologie nucléaire comportait des risques qui ne pouvaient être éliminés par l'ingénierie ou la réglementation. Elle aurait reconnu que les accidents étaient inévitables dans tout système technologique complexe. Elle aurait fait confiance au public pour prendre des décisions éclairées sur les risques acceptables. Au lieu de cela, le gouvernement a choisi la tromperie. Ce faisant, il a créé un précédent qui allait hanter la politique nucléaire pendant des décennies. 2 janvier 1988. Le New York Times publie une révélation fracassante qui bouleverse 3 décennies d'histoire nucléaire officielle britannique. Le titre est le suivant. La Grande-Bretagne admet que l'incendie de la centrale nucléaire a été plus grave que ce qui avait été rapporté. Après 30 ans de secret, la vérité sur Windscale émerge enfin des dossiers classifiés du gouvernement. Le moment n'est pas choisi au hasard. Tchernobyl a tout changé. La confiance du public dans la sécurité nucléaire est en ruine. Les gouvernements ne peuvent plus se cacher derrière des arguments d'impossibilité lorsque des catastrophes nucléaires sont retransmises en direct à la télévision. Mais les révélations sur Windscale exposent quelque chose de pire qu'une défaillance technique. Elles révèlent un schéma systématique de tromperie gouvernementale qui sape les fondements même de la responsabilité démocratique. Les documents récemment rendus publics montrent que les autorités britanniques savaient dès les premiers jours que l'incendie de Windscale était bien plus grave qu'elles ne l'avaient admis publiquement. Des notes internes décrivent un accident nucléaire majeur qui aurait pu avoir des conséquences catastrophiques. Des évaluations scientifiques mettaient en garde contre une contamination radioactive pouvant durer des décennies. Des experts médicaux prédisaient des centaines de décès par cancer. Aucune de ces informations n'est parvenue au Parlement. Aucune n'est parvenue à la presse. Aucune n'est parvenue à la population britannique qui vivait sous le vent du réacteur en feu. La dissimulation s'est prolongée bien au-delà des conséquences immédiates. Pendant 30 ans, les scientifiques du gouvernement ont maintenu des estimations basses des rejets radioactifs, qu'ils savaient fausses. Ils ont supprimé les recherches qui révélaient des taux de cancer plus élevés dans les zones contaminées. Ils ont classé confidentielles les études sanitaires qui documentaient les effets des radiations sur les enfants. La tromperie était institutionnelle et non accidentelle. Plusieurs ministères ont participé à la coordination de la dissimulation. L'Autorité de l'énergie atomique a supprimé les rapports techniques. Le ministère de la Santé a minimisé les preuves médicales. Le ministère de la Défense a donné la priorité à la production d'armes plutôt qu'à la sécurité publique. Le Premier ministre Macmillan a personnellement autorisé la censure. Les procès-verbaux du cabinet montrent qu'il considérait la divulgation complète comme une menace pour le programme d'armement nucléaire britannique et son alliance avec les États-Unis. La sécurité nationale justifiait tout niveau de tromperie publique. Cette révélation transforme la perception du public à l'égard de l'énergie nucléaire. Si le gouvernement a menti pendant 30 ans au sujet de Windscale, quels autres accidents ont été dissimulés? Quels autres risques ont été cachés? Quelles autres assurances en matière de sécurité nucléaire ont été fondées sur des tromperies délibérées? Les groupes environnementaux se saisissent des documents de Windscale comme preuve que les autorités nucléaires ne sont pas dignes de confiance. Les militants antinucléaires citent la dissimulation comme preuve que le contrôle démocratique de la technologie nucléaire est impossible. Même les partisans de l'industrie nucléaire reconnaissent que le secret a porté un coup fatal à la confiance du public. Le programme nucléaire britannique est confronté à une crise de légitimité. Les projets de construction de nouveaux réacteurs se heurtent à une opposition farouche.
les installations existantes font l'objet d'un examen sans précédent. La crédibilité du gouvernement en matière nucléaire s'effondre complètement. Mais l'héritage de Windscale va bien au-delà de la politique nucléaire. L'accident et sa dissimulation deviennent un modèle pour comprendre le secret gouvernemental et les démocraties technologiques. Les politologues l'étudient comme un cas d'échec institutionnel. Les journalistes le citent comme preuve de l'irresponsabilité des autorités. Les défenseurs des libertés civiles l'invoquent pour justifier les lois sur la liberté d'information. Les conséquences sur la santé continuent de se faire sentir des décennies après l'incendie. Les registres du cancer à Cumberland et dans les environs montrent des taux élevés de cancer de la thyroïde, de leucémie et d'autres maladies liées aux radiations. Les augmentations sont faibles mais statistiquement significatives. Elles représentent des personnes réelles dont la vie a été raccourcie par un accident dont le gouvernement affirmait qu'il ne présentait aucun danger. Les enfants qui ont bu du lait contaminé en 1957 ont développé un cancer de la thyroïde dans les années 1980 et 1990. Certains ont dû subir une intervention chirurgicale qui les a rendus dépendants d'un traitement hormonal substitutif à vie. D'autres sont morts jeunes d'un cancer qui n'aurait pu être jamais surgi sans les radiations de Windscale. Le gouvernement a fini par reconnaître sa responsabilité dans certaines maladies liées aux radiations. Des programmes d'indemnisation offrent un soutien financier limité aux familles touchées, mais aucune somme d'argent ne peut restaurer la santé détruite par la contamination radioactive. Pendant ce temps, le site de Windscale reste un monument à l'orgueil nucléaire. Les cœurs des réacteurs endommagés sont scellés dans leur coque de béton, trop dangereux pour être approchés. Le démantèlement nécessite des robots télécommandés qui ne fonctionnent que quelques minutes avant que les radiations ne détruisent leurs composants électroniques. Les coûts de nettoyage dépassent toutes les prévisions initiales. Le démantèlement des tours de filtration emblématiques nécessite des équipements et des techniques spécialisées qui n'existaient pas lorsque les réacteurs ont été construits. Chaque morceau de matériau contaminé doit être conditionné comme un déchet radioactif. La facture finale dépasse les centaines de millions de livres sterling. Les travailleurs du site portent des équipements de protection pour effectuer les tâches de maintenance courantes. Les détecteurs de radiation se déclenchent régulièrement lorsque les travailleurs rencontrent une contamination inattendue. Certaines zones restent interdites d'accès 70 ans après l'incendie. Les conséquences physiques de l'accident persisteront pendant des siècles, mais la conséquence la plus profonde est pu être la leçon que Windscale nous enseigne sur les risques technologiques et la gouvernance démocratique. Les technologies complexes créent un potentiel d'accident catastrophique que les autorités ne peuvent ni prévoir ni prévenir. Lorsque des accidents se produisent, les gouvernements sont soumis à une pression écrasante pour minimiser leur importance et dissimuler les détails embarrassants. La dissimulation de Windscale révèle l'incompatibilité fondamentale entre le secret nucléaire et la responsabilité démocratique. La technologie nucléaire a besoin de la confiance du public pour maintenir son acceptation sociale, mais les applications militaires exigent un secret qui rend impossible tout jugement public éclairé. Cette contradiction ne peut être résolue par une meilleure communication ou une transparence accrue. Les autorités nucléaires sont confrontées à un choix impossible. Elles peuvent admettre que les accidents sont inévitables et que les risques ne peuvent être éliminés, ce qui sape le soutien du public à la technologie nucléaire, ou elles peuvent maintenir que l'énergie nucléaire est essentiellement sûre tout en dissimulant les preuves du contraire, ce qui finit par détruire leur crédibilité lorsque la vérité éclate au grand jour. Windscale démontre que les gouvernements choisissent systématiquement la deuxième option. Les avantages à court terme de la tromperie semblent l'emporter sur les coûts à long terme de la découverte. Lorsque les dissimulations sont dévoilées, les responsables ont pris leur retraite ou sont décédés. Quelqu'un d'autre doit alors faire face aux conséquences. Ce schéma se répète dans le monde nucléaire. Kishtim en Union soviétique, Troisième Island aux États-Unis, Tokura au Japon. Chaque accident déclenche une minimisation officielle, suivie d'une révélation progressive de conséquences plus graves. Chaque dissimulation nuit à la confiance du public et rend le prochain accident plus difficile à gérer de manière crédible. La politique nucléaire moderne porte encore les stigmates de l'héritage de Windscale. Les agences de régulation ont du mal à convaincre un public sceptique qu'elles accordent la priorité à la sécurité plutôt qu'aux intérêts de l'industrie. Les groupes environnementaux partent du principe que les évaluations officielles des risques sous-estimant les dangers réels. Les citoyens exigent des niveaux de transparence et de surveillance sans précédent pour les installations nucléaires.
Le cadre réglementaire créé après Windscale reflète les leçons durement apprises sur les défaillances institutionnelles. La loi de 1959 sur les installations nucléaires établit des exigences indépendantes en matière de contrôle et d'octroi de licences. Des réformes ultérieures ont conduit à la création de l'inspection des installations nucléaires, puis de l'Office de réglementation nucléaire. Mais les réformes institutionnelles ne peuvent résoudre le problème fondamental de la complexité technologique combinée à la pression politique en faveur du secret. Les accidents futurs créeront les mêmes incitations à la dissimulation qu'en 1957. Les futurs responsables seront confrontés aux mêmes tentations de privilégier les considérations politiques à court terme au détriment de la crédibilité à long terme. La leçon la plus importante à tirer de Windscale est pu être que les sociétés démocratiques doivent choisir entre des technologies complexes qui nécessitent le secret et des systèmes de gouvernance basés sur la transparence et la responsabilité. Les deux ne peuvent coexister indéfiniment sans se corrompre mutuellement. L'incendie, qui a débuté le 10 octobre 1957, continue de brûler aujourd'hui sous différentes formes. Il brûle dans la méfiance entre les citoyens et les autorités nucléaires. Il brûle dans le cynisme à l'égard de l'honnêteté du gouvernement, qui va bien au-delà de la politique énergétique. Il brûle dans la reconnaissance que certaines technologies peuvent être incompatibles avec les valeurs démocratiques. Ce qui a commencé comme un accident nucléaire est devenu quelque chose de bien plus dangereux, une crise de légitimité démocratique qui sape la confiance du public dans l'expertise technologique. Les radiations libérées par la cheminée de Windscale ont depuis longtemps disparu, mais les dommages institutionnels causés par 30 ans de tromperie pourraient s'avérer impossibles à réparer. Si cette histoire a changé votre façon de voir la transparence du gouvernement et les risques technologiques, cliquez sur le bouton s'abonner. Aidez-nous à raconter les histoires qui comptent, car la prochaine fois que les autorités affirmeront que tout est sous contrôle, nous devrons nous souvenir de Windscale. Nous devons nous rappeler que les retombées les plus dangereuses d'une catastrophe ne sont pas la contamination radioactive. C'est le poison des mensonges qui détruit la confiance entre les citoyens et ceux qui prétendent les protéger.